Alan Moore est ce génie de la bande dessinée qu'il est aujourd'hui inutile de présenter. On lui doit les comics révolutionnaires comme Watchmen, V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et tant d'autres. Si ses travaux mettant en scène des super-héros sont les plus connus et les plus populaires, je m'intéresse aujourd'hui à une BD bien plus réaliste dans son cadre et son histoire, Big Number. Inachevé, ce projet fut pourtant le travail le plus ambitieux d'Alan Moore. Doit-il son aura à ses qualités intrinsèques ou sommes-nous juste fascinés par les promesses que les 2 issues de ce comics nous ont fait miroiter? Commençons par un peu de contextualisation. À la fin des années 80, Alan Moore rentre en Angleterre après avoir coupé tous les ponts avec les plus gros éditeurs américains. C'est DC Comics qui achève de dégoûter Alan Moore après un enchaînement de coups bas, notamment concernant les droits de Watchmen. Sa renommée le précédera et il recevra très vite beaucoup de propositions de travaux et, même si peu aboutiront, Alan ne chôme pas. C'est l'occasion pour lui d'explorer, d'expérimenter le milieu du comics de l'époque avec plus de liberté que jamais. C'est également l'opportunité pour lui d'aborder des thématiques plus personnelles. Il crée sa propre maison d'édition, Mad Love, et c'est via cette dernière qu'il publie le comics qui m'intéresse aujourd'hui, Big Number. Alan Moore a toujours su s'associer avec des dessinateurs talentueux, et cette collaboration ne fait pas exception. En effet, c'est avec le talentueux Bill Sienkiewicz qu'il fait équipe pour la 2e fois après Shadowplay. Bien que incroyable graphiquement, son style peut déplaire, surtout dans Big Number où il passe d'un style photoréaliste au dessin de croquis. Bill Sienkiewicz met aussi à profit ses talents d'artiste expressionniste pour les séquences de rêve notamment. Le découpage est en gaufrier à 12 cases, chose rendue possible par le format atypique du comics, en forme de pochette de vinyle. Enfin, le comics est en noir et blanc, ce qui achève d'installer chez le lecteur un sentiment de malaise. C'est ainsi que les auteurs ont choisi de peindre Hampton, la ville fictive du comics basée sur la ville d'Alan Moore, Northampton, et plus précisément les Borough, quartiers pauvres dans lesquels Alan a passé son enfance. On suit donc des personnages pauvres, perdus, simples, parfois fous, mais dépeints avec énormément de bienveillance. L'élément perturbateur de ce comics est la création d'un énorme centre commercial ultramoderne qui va bouleverser les vies de ses destins croisés. C'est ici que le génie d'Alan Moore frappe, puisque celui-ci fait intervenir pas moins de 45 personnages tout au long des 12 issues censés constituer le comics. Pour s'y retrouver et pour impressionner ses collègues, il construit sur une nappe format A1 un tableau regroupant et décrivant les actions des personnages en fonction des issues. C'est un document passionnant si vous vous intéressez au processus créatif d'Alan Moore ou simplement au travail de scénariste. D'ailleurs, si vous êtes comme moi agacé d'entendre l'expression « telle ou telle chose est traitée comme un personnage à part entière », vous serez amusé de voir que c'est littéralement le cas ici, puisque Alan Moore dédie une ligne à certains événements et lieux, au même titre que les personnages. Alan s'intéresse beaucoup au rapport entre les lieux et leurs habitants. Il développe dans ce comics le concept de psychogéographie, c'est-à-dire repenser l'urbanisation pour le mettre au service des hommes et des femmes dans une philosophie anticapitaliste. Pour rappel, Alan Moore est anarchiste. Alan amène ici des réflexions psychogéographiques au sein de la diégèse et y apporte une dimension mystique, chose qu'il refera avec brio dans From Hell. La 2e issue se termine sur la construction menaçante du centre commercial, et c'est en concevant le 3e épisode du comics que les conditions de travail imposées par Alan Moore ainsi que des problèmes dans sa vie privée poussent Bill Sienkiewicz à mettre fin à la collaboration. Le projet est enterré après une tentative de continuer avec l'assistant de Bill Sienkiewicz, mais celui-ci a refusé à l'idée de devenir la copie de son maître. Prends-en de la graine, Yoko Taro. Big Number ne sera finalement jamais plus qu'un pilote. C'est regrettable, mais ne soyons pas frustrés. Niveau projet ambitieux, Alan Moore s'est rattrapé sur Lost Girl avec l'incroyablement talentueuse dessinatrice Melinda Gebbie et, pour les lecteurs, toute la galaxie d'œuvres à découvrir ou à redécouvrir
Halo Jones, Miracle Man, Top Ten et Top Strong pour n'en citer qu'une petite partie. Big Number est discret dans cette bibliographie, comme une pousse dans une forêt de baobab, mais c'est une très jolie pousse. Big Number vaut toujours le détour aujourd'hui. La BD, malgré sa fin prématurée, transmet une philosophie captivante. En cette période post-Brexit, les courants de pensée comme l'anarchisme et le marxisme sont malheureusement trop d'actualité. Sur ce, je vous dis à bientôt pour ma prochaine chronique sur Marlène Schiappa.